Bon, mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon conseil municipal. Nous allons ouvrir la séance. Bienvenue à ceux qui nous regardent de manière numérique sur les téléphones, sur les tablettes ou ordinateurs. Voilà, enfin, ils sont tous calés devant leur écran pour nous suivre et suivre les débats que nous aurons aujourd'hui. Alors, je vais commencer par l'appel des membres. Sophie Haribo. Présente. Barbara Atkinson. Présente. Patrick Ballanger. Présent. Radia Baptiste. Présent. Bernard Barbeau. Présent. Stéphane Bertin. Présent. Cyril Blanchard. Présent. Grégoire Chambon. Présent. Patrice Clinquart. Présent. Claude Besba. Présent. Christophe Duprat, c'est moi. Jean-Lévesque Bédé. Présent. Michel Gangloff. Présent. Flavien Garot. Présent. Isabelle Garousse. Présente. Sylvie Broisard. Présente. Marie-Noël Elbois. Présente. Samuel Hersec. Présent. Christine Lang. Présent. Jean-Philippe Montmarty. Présent. Amélie Rémy. Présent. Francis Ritter. Présent. C'est bien hein, comme entrée. Isabelle Rouchon. Présent. Et voilà. Alors, le secrétaire de séance sera Charles-Évêque Bédé. Nous avons quelques excusés avec procuration. Isabelle Martin à Marie-Noël Elbois, Catherine Fromentin à Radia Baptiste, Pascal Zereni à Sylvie Groisard, Joël Ronzeau à Barbara Atkinson, Catherine Etchebert à Isabelle Garouste et Éric Pouliat à Charles-Évêque Bédé. Je vous propose de commencer avec le vote du procès-verbal du Conseil du 17 novembre 2025. Avez-vous des commentaires à faire ? Je sais que vous l'avez lu hier soir avant de vous endormir et que vous le connaissez quasiment par cœur. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Oui, c'est pour changer un peu. Je voyais quelques mains qui allaient se lever, mais c'est pour changer un peu. Bon, ce procès-verbal est donc adopté à l'unanimité. Oui, Monsieur Barbeau, vous avez la parole. Pouvez-vous m'accorder un petit temps de parole ? Oui, bien sûr. Au début de cette séance qui restera dans les dates, je pense. Nous avons toutes et tous autour de cette table des souvenirs de séance d'un conseil municipal mémorable, voire particulier. Ce soir, mes chers collègues, nous assistons à un conseil municipal qui fait date. En effet, voilà 20 ans, quasiment jour pour jour, mon cher Christophe, vous étiez élu maire de la commune de Saint-Omer-de-Médoc, notre beau village nature. Cette fonction vous a permis de présider environ 168 séances, toujours avec le souci du détail, dans le respect des opinions de chacun, y compris des membres des groupes d'opposition, et avec un seul et unique objectif, la défense des intérêts de notre commune et de ses habitants. Je ne me lancerai pas ce soir dans une liste de réalisations ou d'actions décidées au sein de cette Assemblée sous votre impulsion. Je me contenterai de dire que de chemin parcouru avec vos équipes successives, puisque c'est 4 équipes qui vous ont entouré pendant ces 4 mandats. Un petit mandat, puis 3 autres un petit peu plus larges. Qu'il me soit permis de souligner également votre rôle de conseiller communautaire, devenu conseiller métropolitain au sein de la CUP, puis de Bordeaux Métropole. Vous avez su avec conviction, et je pèse mes mots, acharnement par moment, obtenir le meilleur pour notre commune sans en dégrader son image. Et c'est important. Permettez-moi, avec beaucoup de respect et de gratitude, de vous dire merci pour votre implication au service de Saint-Omer et de ses habitants. Sachez que vos équipes successives ont fait le maximum pour vous aider dans votre action. L'aventure n'est pas finie, loin de là. Il reste encore de nombreuses tâches à accomplir, mais n'oublions pas, mes chers collègues, que gouverner, c'est prévoir. Je ne serai pas beaucoup plus long, mais permettez-moi, pour conclure avec ma fibre forestière,
par une citation. Elle n'est pas de Confucius. L'arbre qui donnera de l'ombre demain, c'est aujourd'hui qu'on le plante. Vous avez 4 heures. Encore une fois, merci mon cher Christophe, et continuons ce chemin ensemble le plus longtemps possible. Merci bien. Merci. Bon, ce moment n'était pas forcément prévu au début de ce conseil, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, la première séance du conseil municipal, j'ai une pensée toute particulière pour Bernard Fréhel qui m'avait passé l'écharpe, voilà, qui sert d'ailleurs depuis, et je n'ai pas l'intention d'en changer parce qu'elle est symbolique. C'est vrai que quand on devient maire, on n'a pas forcément fait des études pour. On l'apprend au quotidien, ces 20 ans font que j'ai sans doute mûri, changé, évolué sur certains sujets, parce que c'est la vie qui est comme ça et qu'on apprend de ses erreurs. L'essentiel est de ne pas les reproduire. Mais j'ai toujours eu chevillé au cœur et au corps l'envie de ne pas trahir les Saint-Aubinoises et les Saint-Aubinois. J'ai eu la chance, avec mes premiers collègues, quand nous sommes arrivés, de trouver une commune qui n'avait pas été défigurée. Certains me disent parce qu'on est arrivé assez tôt, mais c'est ainsi. Eh bien, j'ai un devoir. Et chaque fois que nous avons mis en place des opérations, chaque fois que nous avons essayé de faire évoluer les choses, ce devoir était celui de ne pas défigurer Saint-Aubin. Et le dossier le plus lourd que j'ai eu dans ce domaine-là, c'est l'aménagement du centre-bourg. J'ai douté. Je suis allé à 7 h du matin avec mon plan sur l'ancienne place pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Pour voir si on ne se trompait pas. Pour voir si ce détour de la route ne faisait pas une place trop grande. Pour voir si les constructions de la résidence des Charmes n'allaient pas transformer ce qui avait fait l'histoire de Saint-Aubin depuis la construction au moins de l'école et de l'église. Je pense qu'on ne s'est pas trompé, je pense qu'on a bien fait de le faire. Je l'ai fait avec 4 équipes successives, je n'aurais pas pu le faire tout seul, mais je ne voudrais pas non plus oublier durant toutes ces années les agents municipaux. J'ai un profond respect pour les agents municipaux, je leur dis souvent, nous ne sommes que de passage et eux ils restent. Souvent nous souhaitons rester le plus longtemps possible. Mais en tout cas, c'est eux qui détiennent ce qu'on appelle la continuité du service public. Et dans quelques semaines, aura lieu des élections municipales. Ils assureront la continuité du service public. Et c'est ça qui est important. Voilà, c'est une belle aventure. Je crois que je viens tous les matins à 7 h à mon bureau avec une envie de passer une bonne journée et de continuer. Tant que cette envie m'animera, eh bien je continuerai. Tant que les Saint-Aubinoises et les Saint-Aubinois me feront confiance, je continuerai. Tant que mon épouse me soutiendra dans cette action, je continuerai avec certains qui sont autour de la table, de nouvelles têtes, la vie est ainsi faite. Mais l'essentiel, mes chers collègues, il faut qu'on l'ait à l'esprit toujours. Nous sommes là pour l'intérêt général et nous ne sommes pas là pour un intérêt particulier. Franchement, ça se saurait. Voilà. Merci Bernard en tout cas de ces mots extrêmement chaleureux. C'est vrai que nous faisons équipe depuis 20 ans et qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Mais ça, c'est un slogan. Merci. Merci. Alors, après cet intermède séquence émotion, comme on dirait à la télévision, nous allons passer dans l'ordre du jour de notre conseil municipal, parce qu'il faut quand même travailler. Avenant numéro 2 au contrat de Codev 6, autorisation de signature qui est donnée à monsieur le maire. Bon, vous connaissez les contrats de Codev. Depuis 2009, ils sont devenus un élément majeur des relations entre Bordeaux Métropole et les communes membres. Le Conseil métropolitain du 1er décembre 2023 a adopté la 6e génération de ces contrats 2024-2027. Ces contrats comprennent 1447 fiches actions
pour un montant d'investissement estimé à 1,6 milliard d'euros. La délibération prévoyait le principe d'un avenant annuel au contrat de codéveloppement permettant d'intégrer en une seule fois, lors de chaque fin d'année, les demandes de substitution formulées par les communes, ainsi que des fiches relatives aux éventuelles nouvelles feuilles de route, au nouveau règlement d'intervention. Le présent avenant numéro 2 est d'intégrer ces adaptations au présent contrat 2024-2027. En application de l'article 6 du paragraphe 4, alinéa 3, le contrat de Codev est modifié comme suit. Alors, nous avons deux nouvelles fiches, qui sont des fiches générales. La première, plan de résilience, accompagnement de la démarche de réduction de vulnérabilité. Avenant 2025, il s'agit là d'une création. La fiche numéro 2, prévention des déchets, avec un avenant 2025 et la création. En fait, c'est la création de ces deux fiches. Et enfin, fiches suivantes, mais qui sont modifiées, c'est l'aménagement d'une voie verte entre le chemin du Fouin et le collège du Pian-Médoc. La modification porte sur un coût plus élevé que prévu pour des raisons d'assainissement. Donc, entendu la présentation et les documents qui sont joints à cette délibération, considérant que le contrat de Codev entre la métropole et la commune de Saint-Aubin-de-Médoc est adapté comme suit, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir, article 1, m'autoriser à signer l'avenant numéro 2 au contrat de codéveloppement 2024-2027, de m'autoriser à signer tout document afférent au contrat de codéveloppement et notamment les conventions de versement de subventions dans la limite des montants prévus par les contrats. Et enfin, l'article 3, d'autoriser l'engagement des études et travaux prévus dans ces fiches d'action dans la limite des montants prévisionnels inscrits au contrat. Voilà, alors je vous rassure que pour la voie verte, c'est 1 100 000 euros, mais ça c'est 1 100 000 euros pour nous. Vous ne verrez pas de somme sur les autres documents parce que ce n'est pas des sommes qui seront versées à la commune. Et sur la prévention des déchets, effectivement, ce sont des sommes, et notamment nous avons mis en place la collecte des biodéchets dans les logements collectifs, puisqu'il y a eu une quinzaine de bornes qui ont été déployées il y a une quinzaine de jours, je crois que c'était il y a 15 jours le samedi, dans certains quartiers qui visiblement fonctionnent plutôt bien. Donc ça permet à certains quartiers de logements collectifs d'avoir aussi accès à des biodéchets, à faire des collectes de biodéchets comme nous mettons des composteurs. Pour votre information, sur les composteurs individuels, nous sommes la commune de la métropole qui en a le plus. Voilà, puisque, alors c'est vrai que vous allez me dire que nos terrains sont suffisamment grands pour pouvoir les poser dans un coin des terrains, mais c'est nous qui en avons le plus, puisque 71% des logements sont équipés d'un composteur, ce qui est considérable. On voit que certaines communes sont à peine à 50%, mais je voudrais en profiter pour remercier Quentin Balducchi qui suit ce dossier avec beaucoup d'intérêt. Et Dieu sait s'il en a transporté des containers et qu'il en a distribué depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Voilà pour cet avenant numéro 2. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote qui est pour unanimité. Je vous remercie. Je vais donc céder la parole à Grégoire Chambon qui va nous parler d'une délibération habituelle, l'ouverture dominicale des commerces de détail pour l'année 2026. Merci, monsieur le maire. La loi numéro 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, tout en réaffirmant le principe de repos dominical donné aux salariés, a modifié l'article L3132-26 du Code du travail en portant de 5 à 12 le nombre maximal de dérogations possibles à cette règle, permettant ainsi l'ouverture des commerces de détail le dimanche et le report du repos hebdomadaire obligatoire pour les salariés sur un autre jour de la semaine. Ainsi, les communes qui souhaitent mettre en place ce dispositif doivent préciser le nombre et le calendrier de ces dates d'ouverture par arrêté pris avant le 31 décembre 2025 pour l'année 2026. Comme prévu par la loi, lorsque le nombre de dérogations dominicales envisagées est supérieur à 5 dimanches, outre l'avis du conseil municipal, les communes doivent solliciter l'avis conforme de Bordeaux Métropole. C'est pourquoi il est proposé au conseil municipal, d'une part, d'autoriser 6 ouvertures dominicales pour l'année 2026 et d'autre part, de fixer ces ouvertures au dimanche 11 janvier, 29 novembre et les 4 dimanches de décembre, soit le 6, le 13, le 20 et le 27 décembre. Les conclusions sont mises aux voix. Merci. Bon, c'est une délibération habituelle que nous prenons dans les 28 communes de Bordeaux Métropole. Alors,
on est peut-être moins concernés que certains parce que nous n'avons pas de commerce, à part le commerce de bouche qui sont ouverts le dimanche, hein, mais sinon nous n'avons pas de grande surface sur notre territoire. Mais par solidarité, nous prenons une délibération. Voilà. C'est pas qu'on veut faire venir des grandes surfaces, je vous rassure. Je ne changerai pas d'avis sur le sujet. Voilà. Il y en a suffisamment autour. Mais en tout cas, nous prenons tous les ans cette délibération. Y a-t-il des commentaires? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Alors, en l'absence de Pascal Zérény, je vais donc vous présenter la délibération numéro 3, la création de postes. Donc, vu le CGCT, vu le Code général de la fonction publique, considérant que le plan de pérennisation des emplois pour l'année 2026, il est proposé au conseil municipal la création au tableau des effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2026 de 3 postes d'adjoint technique territorial, et puis, au 1er janvier 2026, d'un poste d'auxiliaire de puéricultrice de classe normale. L'inscription des crédits sera mise au budget. Alors, il ne s'agit pas d'embauche, je rassure tout le monde, il s'agit simplement d'agents qui étaient jusqu'à présent en CDD et qui vont passer soit en CDI, soit en titularisation, puisque nous sommes satisfaits du travail qu'ils font, et puis on ne va pas multiplier les CDD éternellement si on est content d'eux. Et donc, nous faisons ce qu'on appelle une pérennisation des emplois. Donc, c'est l'occasion pour 3 agents des services techniques, donc 2 qui sont au service technique et au service entretien. Et puis également, nous serons quelqu'un qui est à la crèche, qui va également profiter, à la halte, pardon, qui va profiter de cette amélioration de sa situation vis-à-vis de la fonction publique. Voilà. Avez-vous des commentaires? Non, qui est pour? Je vous remercie. La délibération qui suit, mais tout simplement, elle tient compte de ce que je viens de vous dire. C'est la modification du tableau des effectifs. Donc, les adjoints techniques territoriaux passent de 14 à 17, donc avec les fameux 3 de plus, et auxiliaires de puéricultrice de classe normale. On en met donc un poste. Ces postes, bien sûr, sont à temps complet et ça prendra effet au 1er janvier 2026. Voilà. Donc, nous acceptons ces modifications. Les crédits seront inscrits au chapitre 12 du budget et donc je suis en charge de mise en place de cette délibération. Voilà. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Je vais céder la parole à Samuel Hersey qui va nous parler d'une demande de subvention auprès de Bordeaux Métropole pour le financement du Festival des Noctambules. Merci, monsieur le maire. Donc la commune programme un festival musical que j'ai plus franchement besoin de présenter, mais les Noctambules à destination d'un large public avec l'entrée gratuite. Et on est un des rares festivals en Gironde à avoir cette chance de proposer la gratuité de ce festival. Grâce à une programmation étoffée, la notoriété de ce festival n'a cessé de croître d'année en année, avec l'année 2025 qui a connu un grand succès, avec une fréquentation atteignant les 10 000 personnes. Cet événement musical se déroulera donc le 30 mai 2026. Pour cette nouvelle édition, la commune aura également pour cœur de cible de promouvoir des groupes locaux avec la mise en place d'un tremplin musical qui aura lieu le 31 janvier prochain. Les objectifs poursuivis sont les suivants: susciter l'implication des jeunes dans l'élaboration d'un projet, impulser une dynamique participative, favoriser l'intergénérationnel autour d'un événement culturel, favoriser la mixité sociale, favoriser le rayonnement de la commune au-delà de son propre territoire et proposer un événement culturel sur le territoire de la Gironde en cohérence avec l'offre existante. Bordeaux Métropole a confirmé son soutien au financement du projet prévu au sein du contrat de co-développement 2024-2027. Cette subvention s'élève à 7 500 € pour l'édition de 2026, telle que prévue effectivement par la fiche action numéro 12 du contrat de co-développement. Si j'avais une remarque à faire, effectivement, c'est que on est de l'ordre de cette subvention de 7 500 €. C'est la même subvention, le même montant de subvention qu'il y a depuis plusieurs années, quand on faisait même pas 1000 festivaliers. Là, aujourd'hui, on est à 10 000 festivaliers. On peut regretter cette faible participation de Bordeaux Métropole à ce festival, alors qu'on sait que
que dans d'autres communes, d'autres festivals, d'autres événements culturels soutenus par Bordeaux Métropole avec beaucoup moins de participants ont des financements beaucoup plus importants. Donc c'est un peu dommage. Heureusement, bien évidemment, qu'on a nos mécènes qui sont là pour nous soutenir. Voilà, donc ça, c'est une très bonne chose. Pour vous, avant de passer au vote, pour vous dire quand même quelque chose, avec Barbara, on termine la programmation qui devrait être choisie d'ici fin d'année. On le présente d'ailleurs à Monsieur le maire très prochainement. Et donc le tremplin qui aura lieu le 31 janvier prochain. Voilà, donc on compte bien entendu sur vous tous pour être présents le 30 mai prochain 2026. Pour ma part, ce sera côté bénévole. Voilà. Merci à tous. Merci Samuel. Alors d'abord, je ne connais pas la programmation, je la connaîtrai dans quelques jours, mais pour l'instant, ne me posez pas de questions, je ne sais pas répondre à la question. Moi, je voudrais remercier publiquement Samuel, parce que ce festival des Noctambules, c'est lui. C'est lui avec, bien sûr, Xavier, avec toute une équipe de bénévoles, toute une équipe de personnes qui ont su se remettre en cause à un moment donné où le modèle que nous avions élaboré ne marchait plus. L'entrée payante, disons les choses comme elles sont. Nous n'avons jamais dépassé les 1000 à 1200 personnes lorsque l'entrée était payante. Et nous étions toujours à regarder, on le regarde toujours d'ailleurs, le ciel pour savoir comment les choses allaient se passer. Et puis, il y a eu une fameuse année où il y a eu une tempête, une micro-tempête, pile sur le festival. Rien au centre-bourg, rien à Pinsol, mais la micro-tempête sur le festival, et c'est une des décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre, c'est de ne pas organiser ce festival et de le fermer pour des raisons de sécurité. Je peux vous dire que quand je voyais le regard de toutes ces personnes qui s'étaient bougées depuis plusieurs jours, quand j'étais obligé de prendre cette décision, malgré moi, mais il fallait le faire, et on a bien fait de le faire, on s'est interrogé sur le modèle, et ce modèle a évolué. Quelques-uns qui sont encore autour de la table se souviennent de cette époque. Et intelligemment, les mécènes ont remplacé l'entrée payante. Alors effectivement, on ne fait plus 1200 entrées, on en fait 10 000. Voilà, ça change tout. Ce festival est devenu un festival incontournable sur l'agglomération bordelaise. Il y en a très peu qui peuvent aujourd'hui rivaliser, mis à part avec des grandes têtes d'affiche, mais qui peuvent rivaliser surtout avec un budget tel qu'il est. Ce budget est extrêmement raisonnable, puisque on doit être autour de 108 000 €, quelque chose comme ça, en termes de budget pour le Festival des Noctambules. Et les recettes couvrent à peu près la moitié des dépenses, ce qui est exceptionnel pour un festival. Donc, quand Bordeaux Métropole nous donnait 7 500 € et qu'il y avait 1200 entrées, c'était super. Il nous donne toujours 7 500 entrées, toujours 7 500 €, mais on a 10 000 spectateurs, donc on pourrait avoir les mêmes subventions que d'autres, où il y a beaucoup plus de zéros après le chiffre. Bon, alors je sais que Bordeaux Métropole ne souhaite pas réouvrir pour l'instant, au moins sur cette mandature, qui se termine le règlement d'intervention des opérations culturelles, mais comme le disait Bernard Barbeau tout à l'heure, avec acharnement, j'irai à nouveau demander sur la mandature future que l'on puisse être aidé à la hauteur de ce qui est. Ce festival ne fonctionnerait pas non plus s'il n'y avait pas de nombreux bénévoles qui viennent nous aider. Et d'année en année, nous écoutons, on multiplie des billetteries pour éviter de faire la queue, on fait des préventes, la carte bleue a fait son apparition, et l'année prochaine, il y aura encore quelques nouveautés qui viendront. Mais en tout cas, on le fait de manière conviviale, de manière sympathique. Quelquefois, on le fait avec 3 bouts de ficelle et un élastique, parce qu'on ne veut pas que ça coûte trop cher et que c'est plus facile. C'est vrai qu'on n'a pas de grosses sociétés de production, c'est vrai qu'on n'a pas de grosses sociétés de communication. D'ailleurs, pour la 2e année consécutive, ce sont des étudiants d'une école de graphisme qui nous ont fait l'affiche. Voilà, je trouve que c'est aussi une dimension, c'est de dire, allez, on va faire confiance à des étudiants. Voilà votre mission, c'est de nous créer l'affiche des Noctambules. Alors là, je l'ai vue, l'affiche.
je l'ai vu avant-hier. Et encore une fois, ils nous ont fait un sacré boulot. Voilà, je trouve que c'est très bien. Des étudiants à qui on a fait confiance. Voilà, qui sont bien sûr invités au Festival des Noctambules. Mais voilà, c'est notre méthode. On essaie de pas trop dépenser pour arriver à un résultat. Mais les sourires, les yeux rieurs, les bons moments qui sont passés ce soir-là, ben c'est la plus belle de toutes les récompenses. Et surtout, quand on y croise de très nombreuses familles saint-aubinoises qui viennent passer une soirée à 2 pas de chez eux, eh bien, on se dit, on a réussi notre pari, c'est de se hisser au niveau des grands, tout en ayant des petits moyens. Voilà, c'est ça que nous avons essayé de faire. Donc, nous demandons quand même cette subvention de 7 500 €, parce que si on ne les avait pas, ça serait ça de moins. Mais on remercie également les mécènes qui nous accompagnent, qui sont toujours fidèles, dans les bons moments comme dans les moments plus compliqués. Voilà, avez-vous des questions sur ce festival des Noctambules? Je sais que beaucoup d'entre vous y viennent, donc voilà, vous continuerez à y venir. Qui est pour? Je vous remercie. Demande de fonds de concours auprès de Bordeaux Métropole pour les travaux d'enfouissement du réseau France Télécom, allée du Pas de la Tour, Francis Ritter. Afin de financer la réalisation d'ouvrages de compétences communales dans le cadre du plan de marche, fonds de désencombrement des trottoirs, la commune a sollicité Bordeaux Métropole pour les travaux suivants. L'enfouissement du réseau d'éclairage public, pour lequel le conseil municipal a sollicité l'octroi d'un fonds de concours lors de sa séance du 17 novembre dernier, et en complément, l'enfouissement du réseau télécom. Ainsi, c'est dans le cadre de ces travaux d'enfouissement du réseau télécom de l'allée du Pas de la Tourte que la commune sollicite auprès de Bordeaux Métropole le versement de fonds de concours plafonné à 50% du coût prévisionnel hors taxe des travaux, hors subvention. Le coût prévisionnel ayant été estimé à 42 052,28 € hors taxe, le montant du fonds de concours demandé par la commune est donc plafonné à 21 026,14 €. Cette demande vient se rajouter à la demande de fonds de concours pour l'enfouissement du réseau d'éclairage public, qui, nous le rappelons, est quant à lui plafonné à 40 783 €. Donc c'était la délibération du 17/11/2025. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention avec madame la présidente de Bordeaux Métropole pour l'octroi de ce fonds de concours relatif aux travaux d'enfouissement du réseau télécom dans le cadre du plan de marche. Les conclusions sont mises aux voix. Très bien, donc on a eu au dernier conseil des délibérations sur Enedis, sur l'éclairage public, et là donc nous réclamons également pour Orange. Voilà. Nous aurons vraisemblablement au conseil municipal le prochain, celui du 2 février, qui sera le dernier de la mandature. Nous aurons une délibération qui permettra de s'attaquer d'une manière générale à l'éclairage public, puisque nous allons conventionner avec le SDEG sur un plan de passage au LED de l'intégralité de notre parc d'éclairage public, avec un abaissement de puissance de 50% entre 23h et 6h du matin. Voilà, donc on aura une délibération que l'on va vous proposer avec un système un peu innovant d'intracting, où nous aurons la moitié de la somme qui sera par un intracting, l'autre moitié en plusieurs échéances, voilà, de façon à faire tous les travaux d'un coup et d'avoir l'intégralité de notre parc qui passera à LED sur l'espace d'une année, de façon à ce qu'on puisse être opérationnel. Alors, il y aura bien sûr le passage au LED, il y aura des mâts qui vont être relevés parce qu'ils sont trop bas, et nous aurons des canalisations qui sont enfouies dans la terre et non pas dans des fourreaux, qui vont être également changés. Donc c'était vraiment une remise à niveau pour 30 ans de notre parc d'éclairage public, de façon à d'abord être opérationnel, ça c'est la moindre des choses, mais surtout également d'avoir la possibilité de pouvoir évoluer en fonction des technologies qui pourraient être plus récentes. Nous avons rallumé l'éclairage public depuis quelques semaines, suite à un sondage qui avait été fait dans la population. Bon, la majorité n'était pas énorme, puisque c'était 51,5% des gens qui étaient favorables au rallumage. Bon, je prends toujours l'exemple de Valéry Giscard d'Estaing, qui avait été élu président de la République avec 50,02% des voix, mais ça n'a pas empêché d'exercer un septennat, comme on disait à l'époque, puisque c'était 7 ans. Voilà, la démocratie est ainsi faite, donc tout ça est rallumé. Voilà, et donc on aura le 2
notez bien sur vos agendas, c'est le dernier conseil de la mandature, le 2 février, on parlera de ce sujet. Voilà, qui est pour? Merci pour les habitants de la du Pas de la Tourte. Alors, toujours Francis Richter, l'approbation de la commission locale d'évaluation des charges transférées du 6 novembre 2025. Merci, monsieur le maire. L'évaluation des charges nettes transférées entre un EPCI et ses communes membres doit être préalable au transfert de compétences ou d'équipements. C'est pour la raison pour laquelle une commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, a été mise en place le 4 juillet 2014 au sein de la CUB, devenue Bordeaux Métropole, afin d'évaluer les charges transférées dans le cadre du processus de métropolisation. Celle-ci est composée d'un représentant par commune et des 16 membres qui représentent la métropole, soit 44 membres au total. À l'occasion de chaque nouveau transfert de compétences, le montant des attributions de compensation peut être révisé pour intégrer les nouveaux transferts de charges opérés. Conformément au 1 bis du 5 de l'article 1609 du Code général des impôts, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibération concordante du Conseil de métropole, statuant à la majorité des 2/3, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la CLECT. Depuis 2017, ces délibérations peuvent prévoir d'imputer une partie du montant de l'attribution de compensation en section d'investissement, on parlera d'ACI, en tenant compte du coût des dépenses d'investissement liées au renouvellement des équipes transférées, calculées par la CLECT. Rappel des dispositions relatives à la fixation des attributions de compensation. Bordeaux Métropole doit communiquer le montant prévisionnel des attributions de compensation aux communes membres et donc l'avoir préalablement délibéré avant le 15 février de l'exercice concerné. Le montant définitif doit être fixé au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit le transfert. Par ailleurs, les attributions de compensation ne peuvent pas être indexées. Toutefois, elles sont recalculées lors de chaque transfert de charge sur la base du rapport de la CLECT. Tous les rapports depuis 2014 ont déjà été adoptés par les commissions locales d'évaluation des charges de transfert de charges qui ont eu lieu pendant ces années-là. Le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées du 6 novembre 2025. Donc la dernière CLECT s'est réunie le 6 novembre. Les débats se sont déroulés sous la présidence de Madame Véronique Ferreira avec l'appui des services compétents de la métropole. Donc, il y a 4 points qui ont été abordés. Dans le premier point de l'ordre du jour de cette réunion, les membres de la CLECT ont été informés de la régularisation des révisions des niveaux de service qui sont intervenus depuis la mise en service des différents cycles de la mutualisation pour les 21 communes concernées et de leur impact sur les attributions de compensation. Le deuxième point de l'ordre du jour s'est attaché au cycle 10 avec 2 communes concernées, Parampuire et Saint-Louis-de-Montferrand. Le troisième point à l'ordre du jour concernait également la commune de Parampuire et l'effet sur son attribution de compensation en fin de convention de délégation de gestion propreté, espace vert, mobilier urbain sur voirie et espace public métropolitain. À l'issue de la présentation de la synthèse générale des modifications des attributions de compensation, qui découlent des 3 points exposés tout à l'heure, les membres de la CLECT ont voté à l'unanimité le montant des attributions de compensation et ont adapté le rapport afférent. Venons-en aux impacts financiers du rapport de la CLECT. Donc, les évaluations de charges transférées à compter du 1er janvier 2026 serviront de base pour déterminer, par la délibération du Conseil de métropole du 30 janvier prochain, la révision des attributions de compensation à verser ou à percevoir pour l'année 2026. Les montants à verser ou à percevoir par Bordeaux Métropole et les 28 communes membres, évalués par la CLECT et devant donner lieu à la révision des attributions de compensation, sous réserve de l'approbation du rapport de la CLECT, dans les conditions de majorité requises, sont présentés dans le rapport qui était joint donc, à cette convocation du conseil municipal. Le rapport de la CLECT indique l'attribution de compensation prévisionnelle des communes membres pour 2026 en consolidant les attributions de 2025. La compensation financière de la modification des niveaux de service des domaines mutualisés au cours des cycles 1 à 9 pour les 21 communes précitées. On prend aussi la compensation financière du cycle 10 pour la commune de Parampuire et les modifications des attributions de compensation pour la commune de Parampuire suite à la fin de la convention de délégation gestion propreté. Au total, pour 2026, l'attribution de compensation prévisionnelle à percevoir par Bordeaux Métropole s'élèverait à 143 044 193 €, dont 27 009
218 € en attribution de compensation d'investissement et 116 034 975 en attribution de compensation de fonctionnement. Alors que l'attribution que Bordeaux Métropole va verser aux communes s'élèvera à 14 787 795 €. Nous ne sommes pas concernés par ce reversement. Pour la commune de Saint-Aubin-le-Médoc, du fait des révisions de niveau de service des cycles précédents, donc l'ACI versée par la commune à Bordeaux Métropole sera majorée de 4 724 € et l'ACF sera majorée de 4 438 €. Ce qui fait qu'en 2026, nous verserons à Bordeaux Métropole 153 929 € au titre de l'ACI et 1 522 000 406 € au titre de l'ACF. Donc ça, sur notre budget de fonctionnement. Ceci étant exposé, le conseil municipal de la commune de Saint-Aubin-le-Médoc, et vu un grand nombre d'articles du Code général des collectivités territoriales et du Code général des impôts, vu la délibération du conseil municipal approuvant le rapport de la CLEP du 15 novembre 2024 et le montant des attributions de compensation 2025, vu le rapport d'évaluation de la CLECT du 6 novembre 2025, entendu le rapport de présentation que je viens de vous faire, considérant que le rapport de la CLECT du 6 novembre doit faire l'objet d'un accord par délibération concordante des conseils municipaux des communes membres, il est demandé au conseil municipal, article 1, d'approuver le rapport définitif de la CLECT, celui du 6 novembre 2025, d'autoriser l'imputation d'une part de l'attribution de compensation aux sections d'investissement et d'arrêter pour 2026 le montant de l'ACI à verser à Bordeaux Métropole à 153 929 € et le montant de l'ACF à 1 522 406 €. Article 3, régime budgétaire et comptable. Conformément aux dispositions prévues par les instructions budgétaires et comptables, l'ACF à verser à Bordeaux Métropole sera imputée au compte 739 211 dans le budget 2026 et l'ACI à verser à Bordeaux Métropole sera imputée en dépenses d'investissement au compte 2046 dans notre budget 2026. Et l'article 4, d'autoriser Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de l'application de la présente délibération et à signer tout document se rapportant à cette affaire. Et maintenant, les conclusions sont mises au voie. Merci beaucoup Francis pour ces explications très claires. Voilà, donc le système de mutualisation le connaît. Alors, c'est un peu la soirée des anniversaires, puisque la mutualisation a 10 ans. Elle a été mise en place en 2015. Le choix avait été fait sur Bordeaux Métropole d'avoir ce qu'on appelle une mutualisation à la carte. Et donc nous avons effectivement pris la carte avec la formation, l'enlèvement des tags, le juridique et le numérique. Voilà, donc, ne regrettons pas aucune des compétences que nous avons pu transférer à Bordeaux Métropole. Tout ça se passe bien. Nous avions un comité numérique communal vendredi avec Grégoire. Nous avons pu voir que nous avions des choses qui étaient bien engagées sur ce domaine-là. Sur le juridique, je ne vous cache pas que c'est plus facile d'avoir affaire au service juridique de Bordeaux Métropole que d'être obligé chaque fois qu'on a un dossier de faire appel à des avocats, spécialistes du droit de l'urbanisme, spécialistes du droit de la famille, spécialistes du droit de l'environnement. Enfin voilà, tout ça est beaucoup plus simple. Pour le coût qui avait été établi au départ, alors nous sommes une commune qui est peu consommatrice, puisque nous n'avons qu'un seul contentieux en cours. Voilà, donc on ne peut pas l'avoir 36, on en avait 2 il y a encore quelques jours, mais on a gagné le deuxième, et le premier est un contentieux assez faible finalement. Voilà, donc c'est une bonne chose. Nous avons fait le choix par contre, contrairement à ce qui a été dit dans la délibération pour la commune de Parempuire, nous avons fait le choix de conserver la propreté et les espaces verts. Voilà, considérons que la réactivité, la proximité, le service rendu par nos agents municipaux est beaucoup plus proche. Et puis bon, parce que on est en fin d'année, on peut essayer d'avoir des mots un petit peu plus drôles. Lorsqu'on nous a proposé de mutualiser la propreté,
les personnes qui sont venues nous voir, je lui dis, mais est-ce qu'on aura la possibilité de faire comme avant? Alors bien sûr, monsieur le maire, il n'y a aucun problème, vous verrez, ce sera super. Oui, mais est-ce que le dimanche, vous m'autoriserez à venir au dépôt du ST6, chercher les clés du camion, prendre le camion, une pelle, un râteau et ramasser ce qu'il y a sur la route? Ah non, mais il n'en est pas question. Ah, mais vous voyez que le service n'est pas le même, parce que moi, avec mes élus, c'est ce que je fais aujourd'hui. On se donne un coup de téléphone. Je me souviens d'avoir ramassé des tuiles sur l'allée du Pas de la Tourte, d'avoir ramassé de la terre, route de Germignan. Hein, et donc, on prenait un camion, un service technique, un balai, une pelle, et puis un avant, et on ramasse. Et puis, comme ça, c'est réglé. Hein, on n'en parle plus. Voilà, donc la proximité, la réactivité fait que pour nous, c'est beaucoup plus efficace. Et puis, nous avons surtout des agents techniques qui, certes, leur affectation est aux espaces verts, mais quand il y a de grosses manifestations, tout le monde travaille dans le même sens. Quand on monte et quand on démonte les noctambules, eh bien, tous les agents y sont. Si on en avait fait partir la moitié à Bordeaux Métropole, on se casserait les pieds aujourd'hui pour monter et démonter. C'est quand même le fait d'avoir ce pool d'agents municipaux, c'est une chance pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Voilà, c'est pour ça que nous avons conservé un certain nombre de compétences, y compris régaliennes, comme les RH et les finances. Voilà. Donc, nous aurons de nouvelles propositions pour la nouvelle mandature sur la mutualisation, puisque Bordeaux Métropole avait généreusement pris la dynamique des charges et s'aperçoit aujourd'hui que cette dynamique des charges est importante. Donc, il souhaite la partager un peu avec les communes. Donc, on verra comment les propositions qui nous seront faites. Et il y aura, ce qui n'était pas possible en 2015, la possibilité de démutualiser, pour ceux qui le voudraient en tout cas. Il y aura une vraie possibilité de se dire, mais voilà, cette compétence, je veux la reprendre. On sait combien ça coûtera et on sait comment ça se passera. Je vous rassure, il n'est pas question pour nous de revenir en arrière sur les compétences que nous avons choisies. Voilà. Je remercie Francis parce qu'il est arrivé à nous expliquer cette délibération compliquée qui finalement explique beaucoup de choses pour arriver finalement au chiffre de 1 600 000 euros, qui est finalement celui-là que l'on donne. Alors, juste pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 1 600 000 euros. Il y a 1 200 000 dans les 1 600 000 qui sont le mécanisme de la taxe professionnelle. Puisque quand la taxe professionnelle a été prise par Bordeaux Métropole, enfin la communauté urbaine de Bordeaux, eh bien nous avons récupéré l'intégralité des impôts ménages. Et donc, il y avait eu un échange et c'était déjà 1,2 million. Et je parle de ça, mes chers collègues, seul Bernard Barbeau était déjà dans cette salle, c'était en 2001. Voilà. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, voilà, ça nous coûte. La mutualisation, finalement, est assez raisonnable pour les services que ça nous rend. Alors, êtes-vous d'accord pour approuver cette commission locale d'évaluation des charges transférées, qui est pour? Francis va donc nous parler de la révision du niveau de service pour l'année à venir, enfin l'année en cours plutôt. Oui, donc là c'est la révision du niveau de service pour l'année 2024-2025. Donc le contrat d'engagement ainsi que la convention de création des services communs prévoit la possibilité de faire évoluer à la hausse ou à la baisse le niveau de service d'un ou plusieurs domaines mutualisés. Relève ainsi d'une révision du niveau de service, par exemple l'augmentation ou la diminution pérenne du niveau d'engagement de services rendus au sein d'un domaine mutualisé, l'évolution du périmètre d'intervention des services communs tels que la prise en gestion de nouveaux espaces publics ou de nouveaux équipements, l'évolution du nombre et ou de la gamme des matériels et services à usage communal. Exemple, déploiement de nouveaux équipements informatiques dans les écoles, extension du parc de matériel roulant ou achat de nouveaux logiciels. À titre d'illustration, les corrections apportées aux attributions de compensation relèvent en partie du parc informatique supplémentaire mis à disposition des communes ayant mutualisé ce domaine. Compte tenu de ces éléments, des modifications affectant le montant des attributions de compensation s'avèrent nécessaires afin d'assurer la cohérence juridique et financière des dispositifs. Ces ajustements sont directement intégrés dans l'attribution de compensation des communes et de Bordeaux Métropole. Pour l'exercice 2025, il convient de procéder au remboursement des moyens mobilisés par les services communs entre la date de mise en œuvre du niveau de service révisé et l'intégration dans l'attribution de compensation au prorata temporis. Considérant qu'il convient d'intégrer les révisions de niveau de service arrêtées entre la commune et Bordeaux Métropole entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2024, il est demandé au conseil municipal d'approuver les points suivants.
Acter que les évolutions de niveau de service 2024-2025, non, tout à l'heure, c'est le 1er septembre 2024 et le 31 août 2025. Voilà. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les points suivants. Donc, les évolutions de niveau de service 2024-2025 de la commune modifient le montant de son attribution de compensation de la sorte. Donc, à compter de l'exercice 2026, l'ACF de la commune à verser à Bordeaux Métropole est majorée d'un montant de 4 438 €. Et son attribution de compensation d'investissement est majorée d'un montant de 4 724 €. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans le rapport de la CLECT. Pour l'exercice 2025, donc là on va faire un calcul au prorata temporis des révisions de niveau de service. Donc on fait ressortir un remboursement de la commune de Saint-Aubin à Bordeaux Métropole de 2 942,47 € et un remboursement au titre de l'investissement de 3 322,17 €. Ces derniers montants seront versés à Bordeaux Métropole selon les modalités prévues par la convention annexée à la présente délibération. Donc l'article 2, nous demandons d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 9 à la convention de création des services communs, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de remboursement entre la commune et Bordeaux Métropole pour l'exercice 2024-2025 et autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents et actes nécessaires à l'exécution de cette délibération. Les conclusions sont mises aux voix. Voilà, ce sont les demandes que l'on a fait durant cette année 2024 et 2025, d'ordinateurs pour des agents, de téléphones portables pour des astreintes ou autres. Enfin, c'est tous les équipements logiciels que l'on a demandé. Voilà, c'est tous les services supplémentaires donc, que nous avons demandés durant ces 2 années. Avez-vous des questions? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, Barbara Atkinson va nous parler de l'actualisation de la tarification de la saison culturelle. Merci, Monsieur le maire. Afin d'actualiser l'ensemble des tarifs proposés dans le cadre de la saison culturelle actuelle et pour les futures programmations, il est demandé au conseil municipal d'approuver les tarifs suivants relatifs à toutes les manifestations prévues dans le cadre de la programmation culturelle. Donc je vais seulement vous parler des modifications, les autres tarifs restant inchangés. Pour les tarifs entrée, billetterie, spectacle, il y a un tarif réduit donc pour la prochaine saison. Donc ça correspond aux enfants de plus de 6 ans, les étudiants jusqu'à 25 ans et les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé qui sera donc à 10 €. Concernant les tarifs des offres, une offre duo, donc il s'agit de 2 pleins tarifs, sera à 25 €. Donc cette offre duo comprend un billet adulte à 12,50 €, un autre billet adulte à 12,50 € et cette offre est uniquement valable pour la même séance d'un spectacle. L'offre famille 4 personnes est à 40 €. Elle comprend un billet adulte à 12,50 €, un autre également à 12,50 €, un billet jeune ou étudiant à 7,50 € et un second billet jeune étudiant à 7,50 €. Cette offre est uniquement valable pour la même séance d'un spectacle également. Tarif carte jeune reste inchangé. Pour les tarifs consommation, il y a uniquement le repas pour le spectacle des aînés qui est à 22 €. Les tarifs droit de place manifestation restent inchangés. Donc pour l'imputation, les recettes concernant la saison culturelle seront imputées sur la régie activité culturelle. Il est donc proposé au conseil municipal de valider l'ensemble de ces tarifs. Cette délibération annule et remplace la délibération numéro 72 du 23 septembre 2024. Les conclusions sont mises aux voix. Merci beaucoup, Barbara, pour cette présentation. Voilà, juste une information supplémentaire que je vous donne. Nous aurons, à compter du mois de janvier, la possibilité de pouvoir réserver les places de la saison culturelle en ligne, puisque nous allons avoir une billetterie en ligne. Donc on pourra imprimer son billet ou le télécharger sur son téléphone et le payer. Et même, vous aurez la possibilité, maintenant, dès à présent pour la scène, puisque celle-ci est en opérationnel, et demain pour la salle Ronsard, de réserver votre place. C'est-à-dire que vous aurez même la salle qui sera dessinée sur le site et vous pourrez réserver la place numéro 11B
ou 10 ou 13 C, je sais pas, enfin il n'y en a pas de 13, hein, c'est interdit dans les 5. Voilà, vous aurez la possibilité de... Il y a 13. Il y a une place Il y a 13 oui, oui, Ah oui, tout à fait. je croyais qu'on avait peur de ça. Oui. C'est vrai que dans un bateau, il n'y a jamais de cabine 13, hein, ça n'existe pas. Voilà, donc ça vous permettrait de faire ça en ligne, ça sera beaucoup plus pratique. Et donc il nous fallait un petit peu adapter les tarifs, et notamment permettre, et ça c'est une très très bonne chose, parce que nous avons des salles qui sont accessibles, permettre aux personnes à mobilité réduite, titulaires de l'allocation adulte handicapé, de bénéficier d'un tarif réduit, ce qui leur permettra de pouvoir y assister. Alors, avez-vous des questions sur cette tarification de la saison culturelle? Qui est pour? Je vous remercie. Attribution d'une subvention exceptionnelle en faveur de l'école Molière pour participer au financement de la sortie scolaire à la Cité de l'Espace de Toulouse, Francis Ritter. Les élèves de classe de CM2 de l'école Molière ont saisi Monsieur le maire par courrier concernant une demande d'aide financière pour pouvoir se rendre à la Cité de l'Espace de Toulouse. En effet, les enseignantes souhaitent effectuer cette sortie scolaire afin de permettre aux élèves de développer des thématiques liées à la découverte des secrets de l'espace, de la Lune, du système solaire, des satellites, de Mars et de bien d'autres attractions et expositions. Il est donc proposé au conseil municipal de venir en aide à la coopérative scolaire de l'école Molière en allouant une subvention exceptionnelle de 3 600 € pour le financement de cette sortie et notamment pour venir en aide concernant la prise en charge du coût des transports. Cette subvention exceptionnelle sera inscrite au chapitre 65 du budget communal 2025. Les conclusions sont mises aux voix. Merci beaucoup. Voilà, ça nous arrive tous les ans, une fois pour l'école Molière, une fois pour l'école Charles Perrault, ça arrive aussi, et pour Jean de La Fontaine, de donner une subvention exceptionnelle pour des sorties. Alors là, dans le cas présent, c'est le coût du bus, qui est très cher pour aller jusqu'à Toulouse, et comme nous avons plusieurs classes, il y a 2 bus. Donc c'est pour ça que nous prenons en charge ce financement, mais j'ai envie de dire, c'est plutôt une bonne chose d'aller à cette Cité de l'Espace de Toulouse, qui donnera peut-être des vocations. On ne sait jamais. Charles, ça peut vous faire des futurs collègues peut-être demain. Qui est pour? Je vous remercie. Autorisation d'engagement des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2026. Francis Ritter. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L1612-1, considérant qu'il convient d'autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget d'exercice précédent jusqu'à l'adoption du budget primitif 2026, non comprises les dépenses afférentes au remboursement de la dette, ainsi que les crédits inscrits en reste à réaliser. Considérant l'affectation et le montant des crédits pouvant être engagés et mandatés avant le vote du budget, pour le chapitre 21, donc, les dépenses d'investissement, les crédits ouverts en 2025 étaient de 221 250 €. Donc, nous pourrons demander d'autoriser Monsieur le maire à engager 55 312,50 €. Pour le chapitre 23, donc opération 142, les crédits ouverts en 2025 étaient de 2 284 971 €. Et donc, on demandait de pouvoir engager 571 242,75 €, ce qui fait un total de 626 555 € qui pourront être engagés en investissement avant le vote du budget, qui sera peut-être un peu plus tard cette année, vu cette année électorale. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement de 2026 avant le vote du budget primitif 2026, dans la limite des crédits représentant 25% maximum des crédits ouverts au budget 2025, non comprises les dépenses afférentes au remboursement de la dette et les crédits inscrits en reste à réaliser. Les conclusions sont mises aux voix. Merci, oui, le budget sera voté pour la prochaine mandature. Hein. Nous avons toujours fait un choix ici, c'est de ne pas voter un budget avant que les élections aient lieu pour permettre à la nouvelle équipe qui sera donc élue de pouvoir avoir son propre budget, ce qui me semble la moindre des choses. Donc là, ça nous permettra de faire des dépenses d'investissement. Alors, bien évidemment, nous ne sommes pas dans ces sommes-là. La rénovation de l'école Molière et la rénovation de la salle Ronsard, puisque nous sommes sur des APCP qui ont déjà été votés. Donc, les sommes sont disponibles pour pouvoir engager les premières dépenses. Voilà. Qui est contre? Je change un peu.
Merci. On va voir si vous suivez. Budget principal, décision modificative numéro 1. Francis Ritter, vous reconnaîtrez avec moi que le 15 décembre, pour la première décision modificative, c'est que le budget était quand même bien conçu. Merci, monsieur. Donc, budget principal, décision modificative numéro 1. Donc, vu la délibération du 31 mars approuvant le budget principal 2025, vu la délibération du 23 juin 2025 approuvant le budget supplémentaire, vu l'avis de la commission des finances du 8 décembre dernier, il est demandé au conseil municipal de voter la décision modificative numéro 1 du budget principal afin de prendre en compte des virements de crédit en dépenses et recettes. Cette décision modificative doit être votée par chapitre en section d'investissement telle que présentée dans le tableau que vous avez sous les yeux. Juste pour vous expliquer les deux décisions qu'on vous demande de voter. Sur le budget de fonctionnement, on n'a aucune modification à faire. Notre budget primitif et supplémentaire nous a permis de faire les dépenses prévues qu'on a eu à faire sur cette année. En investissement, en fait, c'est juste deux modifications qui sont sur des opérations d'ordre. La première, en fait, qui correspond à des écritures comptables suite au remboursement de l'avance faite à une entreprise dans le cadre des marchés de travaux pour l'amphithéâtre de l'espace Villepreux. Donc, en fait, il faut faire deux écritures qu'on retrouve en recettes et en dépenses d'investissement pour un montant de 4 186 €. Et la deuxième modification, pour un montant de 43 219 €, correspond à une subvention reçue du FEDER, donc du Fonds européen agricole pour le développement rural, dans le cadre des travaux de réfection de la piste DFCI. Donc ça, c'est une modification qu'on fait à la demande de la trésorerie. Il faut modifier la nature comptable du titre de recette qui a été émis en 2023 pour pouvoir amortir cette subvention d'équipement sur plusieurs années. Et donc c'est pour ça qu'on vous propose cette décision modificative. Donc ces décisions modificatives doivent se voter chapitre par chapitre. Et donc on a donc deux chapitres qui sont concernés, et donc il faudra voter deux fois. Donc la première, donc les dépenses d'ordre budgétaire, chapitre 041 pour les constructions, 4 186,78 €. Les conclusions sont mises au voix. Merci pour ces explications. Donc, y a-t-il des questions? Donc, nous allons voter chapitre par chapitre. Donc, section d'investissement, dépenses. Dépenses d'ordre budgétaire, chapitre 041, 4 186. Qui est pour? Chapitre 13, annulation d'un titre antérieur, 43 032,62. Même vote. Donc on en a terminé pour les dépenses. Donc les recettes, chapitre 041, avance sur immobilisation corporelle, 4 186,78, même vote. Et recettes d'équipement, subvention d'équipement reçu, 43 032,62, même vote. Donc les recettes et les dépenses sont équilibrées à hauteur de 47 219,40. Mes chers collègues, je vous fais quand même remarquer que sur un budget de 12 millions d'euros, avoir une décision modificative à hauteur de 47 000 €, ne pas avoir cette année de décision modificative sur les charges de personnel, alors que nous avons eu quand même beaucoup d'incertitudes cette année, la CNRACL, l'URSSAF, enfin, etc., sachant que nous avions serré nos dépenses de charges de personnel qui étaient à 1,40%. C'est le regard de notre grande voisine bordelaise qui est la métropole, où ils sont à 8%. On est à 1,40%. Pour vous dire quand même que des efforts considérables ont été faits. À cet instant de ce vote du budget, je voudrais remercier les services et demander à notre directeur général qui est derrière moi de bien remercier l'intégralité des services finances, bien évidemment, mais aussi tous les chefs de service qui participent au fonctionnement de ce budget et qui ont su, eh bien, tout simplement rester dans la lettre de cadrage que nous avions donnée, puisque quand on a une si petite différence par rapport à ce qui a été voté, ça veut dire que les gens sont restés dans l'esprit que nous avions donné, et c'est très bien. Donc je vous demande de bien vouloir les remercier lorsque vous les croiserez, que le conseil municipal les remercie. Voilà, donc nous avons voté, nous en sommes au terme de ce conseil municipal. Il me reste 2-3 choses à vous dire. La première chose, c'est que nous nous retrouverons donc le lundi 2 février, mais ça je vous l'ai dit tout à l'heure.
je vais vous donner un avant-première, parce que c'est arrivé aujourd'hui, le nombre d'habitants que nous aurons au 1er janvier 2026. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, donc je me réfère à l'INSEE. N'oubliez pas que nous aurons un recensement général entre le 15 janvier et le 14 février, où tous les habitants de la commune seront recensés. Donc ce fameux chiffre, j'y viens, est de 7 992 habitants. Voilà, c'est le chiffre officiel de l'INSEE qui sera donc mis en vigueur à partir de 2026. Je me souviens avec un certain nombre de collègues que nous avions au sein d'une association qui s'appelle Agir pour Saint-Aubin, travailler sur la population en 2026. Et nous avions écrit 8000 habitants. Nous n'étions pas très loin de la vérité, puisque 7 992 ou 8000 habitants, ça reste très près de ce que nous avions dit. Donc voilà, on peut dire que, encore une fois, la promesse a été tenue. Et voilà, même si je dois le dire, parce qu'il faut être toujours honnête, même si le marché immobilier qui s'est un peu effondré, la construction aussi nous ont bien aidés, parce que il faut dire que ces dernières années, les choses ne sont quand même pas tout à fait passées comme elles auraient dû se passer. Enfin, en tout cas, voilà le chiffre que nous aurons au 1er janvier. Alors, nous toucherons nos subventions. C'est que ces chiffres sont importants pour toucher les subventions, la dotation globale de fonctionnement, etc., qui sera là. Voilà, donc mes chers collègues, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année, également à ceux qui nous regardent. Voilà, puisque c'est la dernière séance de cette année 2025 et que nous retrouvons en 2026. Merci beaucoup. Et donc la séance est levée.